Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Petit Pilier. Nous allons évidemment commenter largement l'actualité du ballon ovale en Nouvelle-Aquitaine et même au-delà avec nos deux spécialistes, nos deux invités. Ce soir, Nicolas Paolorsi, que vous connaissez bien, journaliste RMC Sport. Salut Nicolas, tout va bien ? Salut Nico, tout va bien. Bon, en pleine forme ? Ouais, les stades sont vides, ça fait bizarre quand même, les stades de rugby vides. Hein. Ah oui, on va en Il n'y a parler. plus de buvette, il n'y a plus de bandas. On va en parler, je sais que vous êtes impatient. À vos côtés, Guy Akoseberi, ancien demi-de-mêlée du 15 de France et consultant en France Info. Bonsoir Guy, merci d'être avec nous. Bonsoir Nicolas. Voici les thèmes de cette émission. 4 thèmes au programme ce soir. La Rochelle, nouveau leader du top 14. Est-ce que La Rochelle, c'est l'épouvantail du championnat ? 8 défaites en 8 journées pour Agen, déjà condamné ou pas à la Pro D2, on va voir. Défaite en domicile justement en Pro D2 pour Biarritz, c'était face à Vannes. Le BO est-il trop juste ou pas pour la montée ? Et enfin France-Fidji ce week-end, très attendu après les belles promesses de l'automne de cette équipe de France, version Fabien Galtier. Messieurs, le top 14 donc, La Rochelle, solide vainqueur de Clermont hier soir, non ? Oui, mais très belle équipe de La Rochelle, qui est sur une dynamique là vraiment positive. Moi j'étais le premier à dire là, en début de saison, parce qu'ils ont fait quand même un début de saison qui était un peu chaotique. Une saison dernière qui n'avait pas été très bonne non plus. On a vu Ogara chambrer Grégory Aldrit la semaine dernière en disant que la saison dernière c'était pas lui, c'était son frère qui jouait. Donc voilà, il y a eu une équipe qui continue à se chercher, mais qui là s'est trouvée très vite. Je crois que le recrutement a été bon. Les gars intégrés depuis quelques saisons sont là maintenant. Je pense au numéro 9 néo-zélandais, Barreau, Jules Plisson. Enfin voilà, ça roule, ça marche bien. Nicolas, Ouais, c'est fort. Alors, c'était pas le impressionné ou pas par La Rochelle ? Oui, on est impressionné. C'était pas le plus beau match hier soir qu'on ait vu de La Rochelle, mais c'était un match où ça a tapé très très fort. Le défi physique a été très costaud. Et c'est une équipe qui, alors avant, avec Patrice Colazo, on disait que La Rochelle c'était une équipe joueuse, qui envoyait énormément de jeux. Et là, on sent qu'ils ont un petit peu intégré la rigueur anglo-saxonne de Gibbs et d'Ogara à leur jeu de trois quarts qui faisait leur force avant. Ils ont très bien recruté des joueurs comme Dylan Leeds, comme Brice Dulin derrière qui font beaucoup de bien, Skelton devant. En deuxième ligne qui est monstrueux. Donc franchement, ils ont fait des bons coups au niveau du recrutement et ça se ressent. Et franchement, c'est une équipe qui est très très solide et qui est impactée par le Covid aussi. Ça joue beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que La Rochelle, c'est la nouvelle UBB qui l'an dernier survolait le top 14 ? Oh, je pense qu'ils sont. Bon, c'est toujours pareil, quoi. Je ne sais pas si leur effectif est très très large. Il ne faudrait pas qu'ils accumulent des blessés ou à nouveau le Covid. Mais là, ce qu'ils montrent, vu le parcours, le parcours actuel, oui, enfin, moi je les vois quand même bien dans les 6 premiers. Et puis vraiment avec une équipe en phase finale qui sera pénible à jouer. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment leur colonne vertébrale. Ouais. Quoi. Et Bougari, Aldrit, Barlow, Plisson, C'est Duler. costaud quand même. Hein. Ouais. Là, c'est du niveau Après, international. c'est tellement dur de faire des projections sur cette saison. Bon, eux, ils n'ont pas trop été touchés par le Covid, mais s'il y a 4-5 cas parmi des joueurs majeurs, que vous êtes obligé de repasser en petits groupes à l'entraînement parce que vous ne pouvez plus travailler collectivement, ça peut tout changer, ça peut casser complètement la dynamique d'une équipe. On l'a vu avec Castres. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. C'est difficile de faire des projections cette saison. Oui, c'est encore un peu tôt, on est que mi-novembre, mais La Rochelle sera au rendez-vous. Oui, je pense, des phases finales, oui. Dans les 6, oui. Ils y seront. Sans surprise, parce qu'en fait, on les attend depuis un moment, les Rochelais. Hein. Ouais, ils sont là depuis quelques saisons avec la période, comme disait Nicolas, la période de Patrice Colazo où ils ont tutoyé sur les jusqu'en demi-finale et ils ont peut-être même pu faire un peu plus cette année-là. Et puis depuis, c'est un peu en dents de scie, mais ils sont quand même tout le temps dans les 8 premiers. Quoi. Donc non, c'est solide, c'est bien structuré. Ça. Et cette année, ça jouera dans les 6 premiers. Alors La Rochelle avec une colonne vertébrale intéressante, hein, vous l'avez évoqué, des joueurs majeurs importants. On dit un mot de l'UBB, messieurs ? Ouais. Contrat rempli, 2 matchs à domicile face à Agen. On va parler d'Agen après, une déroute pour les Agenais. Victoire contre Bayonne ce week-end, juste contrat rempli en fait, ou pas ? Oui, il fallait se rassurer, il fallait prendre 10 points. Clairement, c'était 2 matchs où il fallait prendre le bonus offensif face à des équipes qui font un peu tourner en plus quand elles viennent à Chabon-Delmas. Il fallait remarquer des essais, il fallait de nouveau franchir le premier rideau adverse. On ne voyait plus trop les Bordelais faire ça depuis le début de saison. Et puis là, on a eu un joueur quand même comme Mathieu Jalibert qui est au-dessus du lot, clairement, sur le match de samedi. Ses prises de décision individuelles sont à chaque fois justes, il fait jouer les autres, il sait être décisif. Quand vous avez un joueur comme ça dans votre effectif, quand même, ça fait la différence. Oui, mais 10 points, Nicolas l'a bien dit, hein, il fallait bien sûr gagner ces 2 matchs-là, mais bon, tout le monde pensait que ça gagnerait, mais il fallait prendre les bonus. Les bonus ont été pris, les essais ont été marqués. On retrouve l'UBB est toujours mieux quand Mathieu est là.
On l'avait vu, je crois que l'une de ses dernières apparitions, c'était cette fameuse demi-finale contre Bristol, jusqu'à sa sortie. Ouais. Il se blesse pendant le match, il sort, et jusqu'à sa sortie, il est exceptionnel. Et c'est à partir de là que l'UBB, après, derrière, a eu quelques problèmes. Donc Mathieu, je pense à Cameron Woki aussi, voilà, font partie de ces joueurs qui haussent le niveau de l'équipe. Et après, le reste de l'équipe, l'effectif est là. En quantité, l'effectif est là. En qualité, je pense aussi à beaucoup de postes. Peut-être à d'autres postes, c'est un peu juste par rapport à l'année dernière. Mais bon, l'UBB repart bien et il faut que l'UBB aille chercher les 6 premières places. À Castres, ça va être important, Nico. Gros match. Ouais, vendredi. On arrête de parler de l'UBB, s'il vous plaît. Oui, ce sera ce Excusez-moi. week-end. Match important pour l'UBB à Castres. On va parler d'Agen. J'aimerais qu'on s'attarde sur le SU Agen. 8e défaite en 8 journées. L'entraîneur qui a été viré. On attend d'ailleurs la nomination de son successeur. A priori, Régis Sonne. On va attendre confirmation. Êtes-vous inquiet pour Agen? Agen était déjà en Pro D2. Pour moi, un pied et demi, oui. 2 points, il me semble, sauf erreur de ma part au Ouais, c'est classement. ça. Ouais. Là, il y a quoi, 8 matchs. 8 matchs, 8 défaites Ils en ont 8 joué matchs. 8 matchs. Ouais. 8 matchs, on est presque pour un tiers du championnat, c'est. Ça sera très compliqué. Très compliqué. Alors oui, je pense qu'Agen va descendre. Déjà parce qu'on ne peut pas faire chaque saison un petit miracle pour se maintenir, parce que c'est un miracle. Ça fait 3 saisons qu'ils se maintiennent. C'est quand même le plus petit budget du top 14 et de loin. Maintenant, il y a quand même des motifs de satisfaction avec ce match. Hier, on le sait, ils étaient en autogestion cette semaine. C'est le président qui a fait la compo d'équipe. On était de retour dans les années 90, c'était incroyable. Le président au bord terrain qui a fait l'équipe. Et malgré tout, ils perdent de 3 points, mais ils ont montré du caractère et ils ont montré que cet effectif avait des qualités. Donc maintenant, je pense qu'ils ont trop de retard. Maintenant, attention, parce qu'il y a quelques équipes qui peuvent venir se casser les dents à Armandie. Et s'ils relancent une petite dynamique, pourquoi pas? Un peu plus sceptique, hein, Guy. Oui. Enfin, pour moi, quand on a tant de retard, Oui, voilà, c'est ça. il y a des moments dans la saison, ça va aller mieux. Peut-être que l'arrivée, si c'est un garçon comme Régis va leur faire un bien fou, va leur apporter des choses. Donc il y aura à nouveau quelques. Ils vont gagner des matchs, je il y aura- pense qu'ils vont gagner des matchs. Ça, ils vont en gagner. Ça, je ne suis pas inquiet non plus. Mais bon, voilà. Après, c'est d'entre gagner suffisamment de matchs, gagner des matchs et gagner suffisamment de matchs pour se maintenir. Là, par contre, l'écart est Puis devant, ça avance. important. Ça avance devant. Est-ce que l'enjeu justement de cette deuxième partie de saison ou de ceux qui restent, c'est pas de préparer la suite déjà pour Agen? Si, je pense qu'ils le font déjà. Il y a eu 3 joueurs qui ont été mis à pied. Il y a des jeunes qui sont rentrés ce week-end. Donc je pense qu'ils y pensent. De toute manière, Agen, c'est le club formateur par excellence. L'année dernière, ils ont été élus meilleur centre de formation de France du top 14. Donc voilà, les jeunes, ils les auront. Ils vont se délester de certains gros contrats, enfin gros contrats pour Agen, et repartir avec des jeunes. Ils l'ont toujours fait. Donc l'ascenseur, ils ont l'habitude de le gérer. Ça, je m'en fais pas pour eux. Ouais. Mais je pense qu'ils préparent déjà. Quand on est dirigeant, que vous avez perdu 8 matchs sur les 8 premiers, que vous avez pris que 2 points de bonus, vous êtes obligé de préparer la saison suivante, sinon c'est une faute pro. Oui, bon, je pense qu'ils sont dans cette logique, ils ont l'habitude. Après, c'est franchement un très bon club formateur. 3 ans qui se maintiennent à ce niveau en jouant un bon rugby. C'est-à-dire qu'il y avait des valeurs de combat et tout ça, parce qu'ils étaient généreux, mais ils jouaient, ils se faisaient des passes. Et sur les 2 dernières saisons, ils gagnent de beaux matchs et ils méritent leur maintien amplement. Voilà, là, après, quand chaque année, on perd 6, 7, 8 joueurs. Enfin, Je crois qu'ils ont perdu plus de 45 joueurs depuis leur remontée en top 14. Mais c'est le fonctionnement du club aussi. Former des jeunes joueurs et après ils s'en vont. Et parce Ouais, qu'on ne mais peut pas c'est les trop. retenir, ils ne peuvent pas les retenir. Voilà, ils ne peuvent pas les retenir et je trouve que c'est presque dommage. Alors oui, en Pro D2, ils vont repartir. C'est un club qui va rester là, qui a les bases suffisamment solides pour rester à ce niveau et peut-être même remonter un jour en top 14. Mais je trouve dommage de perdre autant de joueurs en si peu de temps. En formant autant de joueurs, c'est dommage qu'ils n'aient pas cette possibilité de les garder 2-3 saisons de plus pour bien s'asseoir dans le top 14. Quoi. Je trouve que ça part les joueurs partent très vite, ils font une bonne saison, ils s'en vont pour devenir numéro 2 ou numéro 3 dans une grosse écurie. Donc après, c'est une carrière de joueur, je suis d'accord, mais je trouve dommage. Quand on voit certains noms, Mikel, Fouissac, Erito, Johan Tanga, Quentin Béthune, Herbani, et j'en oublie, Nakosi, voilà, ça c'était des joueurs qui étaient super intéressants et que Agen ne pouvait pas retenir parce qu'il y a des clubs qui arrivent avec des gros contrats et que les joueurs décident de partir pour l'argent, il faut le dire. Pour leur carrière. Et pour leur carrière. Alors Agen qui croisera la saison prochaine, on va rester prudent, peut-être, qui sera en Pro D2, peut-être, qui pourrait croiser Biarritz, peut-être là encore, sauf si Biarritz monte. La Pro D2, justement, Biarritz battu à domicile à Aguilera samedi soir, c'est le 3e thème, le 3e débat de ce soir, messieurs. Battu par Vannes, surprenant leader de Pro D2, enfin surprenant, hein, oui et non, on va en parler. Défaite 16-14 pour une équipe qui n'a pas joué depuis un mois. Est-ce que c'est réellement une contre-performance ou pas? Pour une équipe qui vise
qui vise la qualification, voire l'accession, oui, c'est une contre-performance. Surtout contre un concurrent direct, puisque Vannes, cette année, fait partie des concurrents pour ses premières places, quoi. Donc, c'est une contre-performance. Après cette Pro D2, moi, je pense qu'elle va être très intéressante cette année, parce que c'est vraiment très, très ouvert. C'est-à-dire qu'on a les incontournables, on a Perpignan, ils sont là. Et puis après, on a beaucoup de clubs, à l'image de Vannes, des clubs qui sont là depuis maintenant 3, 4, 5 saisons, qui commencent à connaître ce niveau, à le prendre en considération et à aller jouer les premiers rôles. Après, on a des équipes comme Rouen, Valence, qui jouaient le maintien l'année dernière et qui cette année montrent qu'elles sont plus solides. Mont-de-Marsan, Angoulême, qui était bien et qui est au rétrograde. Donc voilà, il y a une sorte d'harmonie dans ce Pro D2 et puis surtout d'homogénéité. C'est-à-dire qu'on peut très vite se retrouver second comme 10e ou 12e. Voilà, championnat très très intéressant cette année en Pro D2. Qu'est-ce que vous pensez de cette défaite, Nicolas, du BO? Je pense qu'il y a contre-performance également, vous pensez? Ah oui, forcément, quand vous perdez à la maison, comme l'a dit Guy, et que vous visez la montée, forcément, on perd des gros points face à un adversaire direct, c'est sûr que c'est une contre-perf. Par contre, il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte cette saison, encore une fois, je pense que c'est les matchs à huis clos. Et le fait que ça nivelle quand même fortement la notion de match à domicile ou à l'extérieur. Je pense que cette équipe du BO, elle peut aller gagner des matchs à l'extérieur. C'est plus comme quand vous alliez dans un stade avec 12 000 supporters qui poussaient derrière et qu'il y avait ce contexte de match à l'extérieur où c'était dur d'aller jouer à l'extérieur. Là maintenant on le voit, quand les équipes se déplacent, même les arbitres, ils sont dans un petit confort. Et c'est Christophe Furios qui en parlait. Il disait, je pense que les matchs à huis clos, ça impacte vraiment les arbitres. Parce que quand ils sont poussés un peu par le public, ils ont tendance peut-être à siffler pour l'équipe à domicile et là, ils ne le font plus. Donc ça change beaucoup de choses. Oui, ils ont perdu à la maison. Maintenant, il faut vite aller faire un résultat à l'extérieur. Et dans le contexte actuel, ils peuvent aller gagner des matchs en dehors de leur base. Alors, il y a une trêve. Enfin, oui, il y a une trêve. Il n'y a pas de championnat ce week-end en Pro D2. Rendez-vous le 20 novembre, le week-end prochain. Ça sera encore à domicile face à Soyons-Angoulême. De Vincent Etcheto. Gagné. Un petit mot sur Vincent Etcheto quand même, entraîneur, votre ami Vincent Etcheto, entraîneur de Soyons-Angoulême, Guy. Oui, Vincent, content de le revoir à nouveau sur le terrain, mais lui aussi, là, dans une situation, on a parlé de Régis tout à l'heure, en plus les deux ont entraîné ensemble, et pour moi, ce sont deux joueurs et deux entraîneurs surtout, qui ont une très bonne philosophie, et donc retrouver peut-être Régis à Agen pour jouer le maintien en top 14 et Vincent à Angoulême pour jouer le maintien en Pro D2, c'est peut-être des situations qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de gérer, mais bon, deux très beaux challenges à relever pour l'un et pour l'autre, mais quand même des challenges compliqués. Ouais. Challenge compliqué pour Vincent Etcheto, Oui. à Soyons-Angoulême, Nicolas? Oui, challenge très compliqué, mais Vincent Etcheto, il va amener sa joie de vivre. Sa passion du rugby, on sait que c'est quelqu'un de très vivant, qui apporte énormément de choses, qui est très proche de ses joueurs dans le relationnel. Et quand une équipe est en difficulté, peut-être que ce genre de management et de comportement, ça peut rassurer un groupe. C'est une équipe qui a des qualités. Angoulême, ils avaient fait une super saison l'an passé. Donc s'il arrive à les remettre en confiance rapidement, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le challenge est très difficile à relever. Alors on souhaite bien du plaisir à Vincent Etcheto à Soyons-Angoulême et donc à Régis Swann, candidat probable pour récupérer le SU Agen. On va terminer cette émission, messieurs, par l'équipe de France, parce que là encore, c'est toujours l'avantage du rugby. Il y a du championnat top 14 ce week-end, mais il y a aussi l'équipe de France, c'est mon grand dada, avec la Coupe d'automne. Je regarde mes notes quand même pour savoir exactement quel est le nom de cette compétition. France-Fidji, dimanche, 16h15. À quoi ça sert déjà ce match? À disputer à jouer, ça, c'est sûr, la fameuse Coupe d'automne. Non, maintenant en fait. Là, à faire gagner de l'argent à la fédération. Ça remplace la tournée d'automne de novembre qu'on a toujours connue? Oui, complètement. Oui, c'est des matchs qui, normalement, cette tournée de novembre, l'hémisphère sud ne se déplaçant pas dans l'hémisphère nord, pour l'histoire de virus. Bon, mais les pays européens ont trouvé cette nouvelle solution pour. C'est uniquement des droits télé. On dirait la Ligue des Nations de foot. Oui, c'est pas grand-chose en fait. Et c'est pour compenser le manque de billetterie que vous avez sur cette tournée d'automne habituellement. Ils ont essayé d'organiser des matchs, comme l'a dit Guy, pour les droits télé et faire rentrer des sous dans les caisses. Voilà. Après, sportivement, ça va être intéressant. Parce que, alors nous, on a cette convention bizarre qui font que sur les 6 matchs que la France va jouer, les internationaux ne peuvent faire que 3 feuilles de match. Donc ça va nous permettre de voir de nouvelles têtes, dont Mathieu Jalibert probablement titulaire sur 3 matchs. Alors pas contre les Fidji, parce que Mathieu n'y est pas, mais après derrière on va jouer en Écosse. Je crois qu'on prend l'Italie, il y aura un match de classement. Aussi, Écosse-Italie, un match de classement. Peut-être l'Angleterre, un match de classement, si on se comporte bien sur les 3 matchs. C'est l'occasion d'un... un revue d'effectifs, intégrer d'autres joueurs dans le projet de jeu, dans l'optique de la Coupe du Monde. Moi je trouve ça super intéressant. Moi je trouve aussi, pour le staff, parce que
Ce qui est bien en équipe de France, c'est que le staff très rapidement a trouvé, c'est vrai, une belle ossature. On a retrouvé rapidement des résultats, des joueurs incontournables, comme on dit. Mais pour 2023, ce qu'il faudra, c'est avoir 2 équipes compétitives. Et ce type de match va permettre de voir, on en parle de Mathieu Jalibert dans ce rôle de numéro 10, mais d'autres aussi joueurs et jeunes joueurs qui ont des places à prendre pour 2023. Donc c'est très intéressant. Ils vous ont plu ces Français, Guy? Vous, Oui. l'ancien demi-mêlée du 15 de France, contre les Gallois et surtout contre l'Irlande peut-être? Encore plus contre l'Irlande, parce que le Pays de Galles, on sentait que le Pays de Galles n'était pas ce soir-là n'était pas venu pour faire un grand match de rugby, mais les Irlandais qui venaient avec la possibilité de gagner le tournoi, mettre 35 points aux Irlandais, donc chapeau. Là vraiment, moi, une équipe de France bien structurée, bien dans ses baskets, avec des vrais leaders à des postes importants. Ouais, c'est intéressant. Et sur des bases intéressantes? Guy n'a pas le physique d'Antoine Dupont quand même, hein, Non, c'est pas... comme demi de mêlée. Non. On est d'accord. On va en parler justement juste après, demi-mêlée, mais juste, Nicolas, vous aussi, confiant pour la suite, en tout cas ce que fait Ouais. cette équipe de France aujourd'hui? Bah déjà, on a retrouvé Comme la presse anglaise qui est dithyrambique. une vraie base. Alors, je je n'ai plus exactement la statistique, mais ça faisait très longtemps que le même 15 n'avait pas commencé autant de fois des matchs, je crois. Et on parlait de la colonne vertébrale de La Rochelle. Là aussi, il y a une colonne vertébrale entre Greg Aldrit, la deuxième ligne qui est monstrueuse, Leroux Villemc, Dupont, Tamac, Julien Marchand, Vakata Wafikou, derrière Bouti qui commence à s'installer au poste de 15. On a quand même une ossature qui est très très costaud avec énormément de talent et qui a une marge de progression importante encore parce qu'ils ont joué 5, 6, 7 matchs internationaux. Donc ouais, franchement, ils sont ultra séduisants. Et je pense que chez les bookmakers, maintenant, si on doit jouer maintenant un peu d'argent sur qui va gagner la Coupe du Monde 2023, je pense que la France n'est pas si mal que ça. Remonter, ouais, je pense. Là, il y a une vraie progression. Moi, ce qui m'a surtout surpris, c'est qu'elle est très rapide. Ça prouve qu'on a vraiment des joueurs de talent et de qualité. Dans Dupont à la mêlée? L'un de vos successeurs à ce poste-là, pas le même physique que vous, Guy, hein? Plus trapu, plus tonique? Oui, il va plus vite, beaucoup plus vite. La charnière en plus, cette charnière joue ensemble en club, donc c'est la charnière de demain. Mais on sait que derrière, on peut avoir une charnière Serein-Jalibert qui peut être aussi très compétitive. Donc, il y a des postes, je ne suis pas inquiet. On a ce qu'il faut, on a les doublures, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une blessure d'un joueur important. Après, il y a des postes où il faut trouver. On parlait des 2 deuxièmes lignes, ils ne sont pas tout jeunes, ils sont très bons tous les deux, Leroux, Willem, mais derrière, il faut trouver un autre attelage, voire 2 autres attelages. 3e ligne, on a une 3e ligne très très belle, très équilibrée. Il faut trouver aussi des solutions derrière. Donc, c'est ça qui va être intéressant sur les matchs à venir, sur le tournoi à venir. Mais l'ossature, elle y est. Fabien, ça y est, il est en tête son ossature. La France peut gagner le tournoi? Oui. Elle est passée très près, alors à l'automne, on va dire, parce que c'était le tournoi 2020. Maintenant, vous savez que, alors là, ça sera une année impaire l'année Oui, ça va prochaine, donc ça s'inverser veut dire les qu'on se matchs, déplace je vais 3 fois. On va en Angleterre, en Irlande. Voilà, donc le calendrier est compliqué, mais franchement, je pense que oui, on peut aller gagner en Angleterre et on peut aller gagner en Irlande avec cette équipe-là. Ce qui est bien surtout, c'est que rapidement, on a retrouvé notre niveau. C'est-à-dire qu'on est repassé devant l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande. On revient dans le top 4-5 mondial. Là, je crois qu'on a encore une petite marge de retard sur les Anglais. On a 2-3 ans pour combler cette marge-là et on va aller les chercher. Avant 2023, on les battra dans le tournoi. Est-ce que ça ne vous inquiète pas justement un peu que la presse anglo-saxonne et anglaise notamment disent ouais, la France, c'est l'équipe à venir, c'est l'équipe en devenir, il faudra compter sur les Bleus, c'est une manière de mettre un peu la pression sur les Français. Ils aiment bien les Anglais, non? Ils aiment bien faire ça, mais je pense franchement... Ou est-ce que c'est réel? Non, je pense qu'ils ont peur de nous. Je pense qu'ils ont peur de nous. Franchement, quand on voit le talent qu'il y a dans cette équipe de France, un Dupont qui est capable avec... il n'y a jamais un intervalle, il arrive à se créer tout le temps des solutions, ils sont les coups, Ntamak en 10, il monte en puissance défensivement, c'est ultra costaud aussi. Non, franchement, je pense que les Anglais ont peur de nous et ils ont raison. On a retrouvé derrière ces joueurs capables à tout moment de traverser le terrain. Il y a toujours eu en équipe de France. French Flair. Exactement, et les Anglais n'ont pas ce type de joueurs, les Irlandais n'ont pas ce type de joueurs. Donc c'est pour ça qu'ils nous craignent à nouveau, parce qu'ils ont vu, ça y est, l'équipe de France revient avec ses qualités, les qualités qu'on lui connaît, donc quand l'équipe de France est comme ça, elle fait peur, bien sûr. Juste une question pour terminer, messieurs, en quelques secondes, ces matchs à huis clos, là. Il n'y a pas le choix, on le sait, le rugby professionnel continue, c'est très bien. C'est dur quand même à regarder devant la télé, non? Vous, l'ancien joueur, Guy, ça fait quoi? Ça fait match d'été, non? C'est dur déjà de ne pas être dans le stade. Quand on sait qu'il y a un match à côté et qu'on ne peut pas être dans les tribunes, on ne sait plus pourquoi. Et après, devant la télé, oui, c'est pas pareil. Devant la télé, on n'est plus sur le geste technique, le choix stratégique. Bon, on n'est pas dans le match, on sent qu'autour c'est vide, enfin, ça manque. Puis en rugby, c'est important, hein. Nicolas l'a bien dit pour les matchs. C'est vrai qu'il n'y a plus de matchs à la maison ou de matchs à l'extérieur. Regardez les paris sportifs même, ça gagne un peu dans tous les sens. Guy perd beaucoup d'argent, visiblement. Guy perd à chaque journée, Guy. Nicolas, oui, ça ne vous plaît pas non plus en quelques secondes? Non, mais ça plaît à personne. Mais moi, hier, je suis allé à Agen. Agen, c'est le sandwich ventrèche, c'est la buvette, c'est les bandas, il n'y a pas tout ça. Donc oui, c'est particulier. Et même pour nous, pour commenter des matchs, franchement, on sent qu'on n'est pas dans le truc, quoi. Il y a plus
ouais, ces petites folies d'avant-match. Les joueurs, pour se motiver, nous le disent aussi. Il faut retrouver des leviers pour de la motivation, de l'agressivité. Bref, c'est compliqué pour tout le monde, franchement. Le message est passé. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. Et puis on reparlera bien évidemment encore de ballon à l'Oval lundi soir, même endroit, même heure, 19h30. Ciao, à bientôt.